Prenons nos travaux et nous avons le plaisir d'accueillir M. Raphaël Dan pour cette mission d'information sur la création, la diffusion, l'acquisition des connaissances et la question de savoir comment l'intelligence artificielle transforme l'éducation et la culture. Aujourd'hui, nous allons parler plus spécialement de la culture. Donc, vous avez été haut fonctionnaire, vous exercez aujourd'hui des fonctions au sein du cabinet de conseil Accuracy et c'est en tant qu'essayiste, surtout aujourd'hui, entrepreneur et expert dans le domaine des nouvelles technologies et de l'IA, que vous êtes parmi nous cet après-midi. Merci encore d'avoir pris votre temps pour nous rejoindre. Ma collègue rapporteure Céline Calvez et moi-même, nous vous remercions donc d'avoir accepté notre invitation. En parallèle de vos responsabilités diverses, vous avez consacré un certain nombre de travaux aux possibilités offertes par les outils d'intelligence artificielle dans la production et la diffusion des savoirs. Vous avez également développé une réflexion prospective sur leur usage qui nous intéressera tout particulièrement. Vous êtes notamment l'auteur de « Si Rome n'avait pas chuté », paru en 2023, un récit uchronique coécrit avec l'appui d'outils d'intelligence artificielle. Ce livre a été présenté comme l'un des premiers livres d'histoire écrits et illustrés avec ce type de technologie. Il est sur mon bureau, je vais commencer à le lire prochainement. Vous avez également cofondé Vestigia, qui permet d'appliquer divers outils d'intelligence artificielle à la recherche historique, ainsi rendu accessible au plus grand nombre. Grâce à vous, il est loisible à chacun d'interroger Napoléon Bonaparte sur n'importe quel sujet. Sur les différentes initiatives et plus particulièrement sur votre vision des effets de l'IA en matière de création et de diffusion et d'acquisition des connaissances, nous serons heureux de vous entendre. Donc je vous passe la parole pour un propos liminaire, si vous permettez, d'à peu près 10 minutes, assez resserré, et ensuite, Madame la rapporteure vous posera les questions qu'elle a préparées pour vous. Je vous en prie. Alors vous appuyez sur le bouton. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, pour votre invitation. Je suis très honoré de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Je voudrais commencer par une anecdote qui me vient d'un article récent du New York Times qui est paru il y a quelques semaines, je crois, qui parlait des voitures autonomes. Un autre sujet, mais qui n'est pas sans lien avec le nôtre, qui est écrit par un médecin, un neurochirurgien, qui analyse les données des voitures Waymo, que vous connaissez, ces voitures autonomes qui sont largement déployées maintenant sur les routes américaines, et qui montrent que ces voitures réduisent de 90% les accidents graves qui surviennent à leurs passagers par rapport aux conducteurs humains. Et il dit que dans son expérience de médecin, lorsque on fait des essais sur un nouveau médicament et que le médicament s'avère tellement efficace au début de l'expérimentation que cela devient quasiment impensable en fait de ne pas continuer, de ne pas donner tout de suite l'accès à ce médicament au groupe placebo, celui qui n'a pas bénéficié du médicament, il faut le faire, bien sûr. Et il dit à la fin de l'article, quand on voit l'efficacité pour réduire les accidents de la route de ces voitures autonomes, en fait, est-ce que nous ne sommes pas tous le groupe placebo à qui on devrait en fait étendre cette expérimentation et la généraliser? Et je me demande depuis si nous ne sommes pas tous le groupe placebo d'autre chose avec l'usage de l'IA dans l'ensemble des domaines de la vie humaine. Puisque dans les voitures autonomes, bien sûr, on voit évidemment quand il y a un problème. C'est-à-dire quand la voiture a un accident, quand il y a un crash, quand il y a des morts, c'est visible. S'il y a une décision de justice, par exemple, qui est mal rendue, on voit moins évidemment la nature du problème, on voit moins qu'il existe. Et peut-être que, alors soit aujourd'hui, soit demain, on se rendra compte qu'en fait, des systèmes autonomes eux aussi, par intelligence artificielle, rendent de bien meilleures décisions de justice que celles que rendent les juges humains. Je vous le dis, j'ai été magistrat moi-même pendant plusieurs années. Et que donc, quand il faudra passer, en fait, l'éthique devrait imposer de passer de manière très large à des systèmes automatisés de décision pour quelque chose qui nous paraît aujourd'hui assez impensable, comme la supériorité de la machine sur l'humain pour rendre une décision de justice. Mais on pensait aussi assez impensable que les voitures autonomes soient à ce point efficaces, dès maintenant, dans la conduite automobile. À partir de là, ma position sur le sujet que vous avez soulevé vient d'une sorte de fascination personnelle que j'ai eue en 2020 en découvrant le modèle d'OpenAI GPT-3, qui était le troisième modèle, bien sûr, de langage fait par OpenAI, mais qui était celui qui était le plus facilement accessible au public à l'époque sur le site d'OpenAI. C'était avant ChatGPT. Et ça se présentait encore sous la forme d'un outil de complétion de texte. C'était pas vraiment un chatbot, c'était pas un agent de conversation. On lui donnait le début d'un texte et il finissait le texte. Et moi qui avais fait une formation, bon, je ne suis pas ingénieur, hein, vous avez compris, et je viens d'une formation littéraire, j'avais fait du latin et du grec pendant mes études, donc peut-être la formation la plus opposée à l'intelligence artificielle et au numérique qu'on puisse imaginer.
Mais justement, je trouvais ça fascinant qu'on en soit arrivé au stade où un ordinateur est capable de créer du texte original, cohérent, totalement inédit. C'est pas une base de données, il ne recrache pas des morceaux de texte qu'il a déjà vu avant. À chaque fois, le texte est nouveau. Et je trouve que ça révélait quelque chose d'étonnant, d'imprévisible, c'est que le texte lui-même, comme médium, le langage, en fait, est beaucoup plus puissant qu'on aurait pu l'imaginer encore, car on arrive avec ce médium-là à faire à l'ordinateur des choses qui paraissaient inaccessibles auparavant, donc traduire très bien du texte, ce qui était quelque chose dont mes professeurs me disaient 10 ans auparavant, qu'on n'arriverait jamais bien à faire une traduction correcte d'une langue dans une autre. En fait, on y arrive absolument parfaitement, mais aussi de réaliser toutes les tâches en fait, qu'on peut réaliser avec du texte, que ce soit réaliser donc, des tâches, disons, intellectuelles, mais aussi simplement s'orienter dans le monde et dans les idées ou dans les actions qu'on peut réaliser par le biais de l'écrit. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est vraiment en train de vivre une révolution anthropologique, je crois que ça a déjà été dit par certains de vos invités d'ailleurs auparavant, que je situerai dans l'histoire longue du rapport à l'écrit. Je ne suis pas sûr qu'on puisse voir plus de 3 révolutions de notre rapport à l'écrit. Il y a évidemment l'invention de l'écriture elle-même, bien sûr, qui a permis d'automatiser la mémoire, puisque c'était la première fois qu'on avait la technologie pour éviter d'avoir à apprendre par cœur les informations dont on voulait se souvenir. Et cette automatisation de la mémoire a permis la naissance de l'administration, de la littérature, de la comptabilité, bon, plein de choses assez essentielles. Deuxième révolution, l'invention de l'imprimerie, bien sûr, qui elle a permis d'automatiser la communication des idées, en fait la reproduction des idées et donc leur communication, et elle a donné naissance probablement à la science moderne en permettant d'échanger les idées entre scientifiques beaucoup plus rapidement et de manière plus sûre. Et aussi, je pense à une forme en tout cas au libéralisme dans un sens très large, puisque ça permet aussi d'avoir la presse écrite, d'avoir la circulation des idées dans un espace démocratique, etc. Et je ne vois pas d'autre révolution que celle que nous vivons aujourd'hui, où nous en sommes non plus donc, à l'automatisation de la mémoire ni de la copie des idées, mais à la génération du texte et des idées. C'est la première fois dans l'histoire que nous avons du texte qui n'a pas été écrit par un être humain. Et ça peut effrayer, certes. Et je comprends ceux que ça effraie, mais moi je trouve ça assez fascinant qu'on soit capable justement de faire ça. Alors, à partir de là, le risque qui me paraît important aujourd'hui, c'est celui d'une sorte de double complaisance. Première complaisance, ce serait celle de l'humanité envers elle-même, au sens où nous avons souvent la tentation de nous dire qu'il y a une spécificité humaine irréductible et que les machines ne sauront jamais faire telle ou telle tâche parce que ce sont des machines et que nous sommes humains, que nous avons, je ne sais pas, une âme, un esprit, des choses qui feraient que, par définition, la machine serait incapable de les réaliser. Et puis on se dit, jusqu'ici, aucune machine ne nous a dépassés en tout, donc ça n'arrivera jamais. Je pense que je vois aucune raison de le penser, plus exactement. Les machines surpassent déjà les humains sur beaucoup de tâches si on les prend séparément, y compris des tâches très intellectuelles, notamment la plus avancée aujourd'hui, c'est probablement la programmation, l'écriture de code, où les modèles actuels, les grands modèles de langage actuels sont vraiment à un niveau très 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 expert de production de code. Et je pense que ce n'est pas déraisonnable de faire la projection que les machines finiront par exceller sur l'ensemble des tâches humaines et que nous sommes en voie d'y parvenir dans c'est difficile de faire une prédiction exacte, mais enfin dans un nombre d'années qui ne se calcule plus en siècles et peut-être plus non plus en décennies. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi travaillent la plupart des chercheurs dans les grands laboratoires américains. C'est ce que croient aussi la plupart des jeunes chercheurs français aujourd'hui, ceux qui veulent travailler sur l'intelligence artificielle. Mais des gens comme Demis Hassabis chez DeepMind ou Dario Amodei chez Anthropic ont vraiment cette idée en tête que dans pas si longtemps que ça, on arrivera à ces machines avec une intelligence artificielle qu'ils appellent générale, et c'est pas de la science-fiction pour eux, et ce sont pas non plus des gens désillusionés. Ça, c'est la première complaisance donc de nous-mêmes envers nous-mêmes en quelque sorte. Une deuxième complaisance qui est plus propre à l'Europe, qui est cette idée que en fait l'Europe n'aurait pas trop à envier les Américains sur les progrès de l'IA. Parce que soit ce que font les Américains ne serait pas si bien que ça, ne serait pas si performant, que les modèles font beaucoup d'erreurs, ne serviraient à rien, se tromperaient beaucoup, que c'est une bulle financière qui risque d'éclater à tout moment, ou que les performances des modèles stagnent et qu'en fait on atteint ce qu'on appelle un mur et qu'on n'a pas les courbes de croissance que promettent les laboratoires américains. Et de l'autre côté, cette complaisance prend aussi la forme de l'idée que l'Europe pourrait être le continent vertueux. Et le meilleur exemple que j'ai en date de cette idée-là, de cette complaisance, c'est une étude de l'ADEME qui a été publiée au début du mois,
qui présente l'expansion des centres de données en Europe et les investissements qu'on fait dans les data centers comme un risque et qu'il faudrait, il propose des scénarios pour essayer d'endiguer la création de data centers en disant que c'est une impasse stratégique dangereuse pour la politique environnementale, et donc en fait propose de s'arrêter là et d'essayer d'avoir une ambition frugale pour l'Europe. La réalité, c'est que même si on voulait mettre beaucoup de moyens dans le rattrapage des Américains, on aurait des difficultés. La première raison étant que les Américains investissent dans l'intelligence artificielle parce qu'ils en ont les moyens, ce sont les cash flows des GAFAM, et que nous n'avons en fait pas d'équivalent pour réaliser ce genre d'investissement qui, chez eux, ne repose en fait pas tant que ça sur de la dette, par exemple, contrairement à ce qui s'était passé lors de la bulle Internet. L'autre point à avoir en tête, c'est que même si le gain de productivité n'est pas encore flagrant, même si les économistes sont un peu divisés sur la question, Philippe Aghion a fait récemment un papier pour dire qu'il y avait quand même, on décelait de premières traces de gain de productivité dû au LLM dans l'économie. Mais de toute façon, c'est normal qu'on ne voit pas encore bien les choses. La dynamo a mis 30 ans à se refléter dans les chiffres de productivité. Donc c'est assez normal que les entreprises et le tissu économique ne se mettent pas d'un coup à gagner des dizaines de points de productivité. Alors, là où je vois quand même une opportunité, malgré donc ce retard que nous avons objectivement, c'est que, d'une part, c'est une technologie qui, dans son fondement même, dans ses principes, n'est pas si compliqué qu'on ne puisse pas l'imiter et la copier. Ce qui manque, c'est des moyens, mais on a aussi beaucoup de modèles en open source qui sont diffusés, que ce soit par des créateurs français, dans le cas de Mistral, américains ou chinois. Et donc cela permet, et même en s'appuyant sur les ressources américaines, d'essayer d'accélérer sur l'adoption par la société dans son ensemble de ces outils, parce que moi je suis absolument persuadé qu'ils représentent effectivement dans les années à venir des gains de productivité très importants, et plus largement en fait des gains de créativité. On y reviendra ensuite, je pense. Et par un certain paradoxe, je pense que même si la recherche s'arrêtait aujourd'hui, avec les modèles dont nous disposons aujourd'hui, il y aurait déjà en fait de quoi quasiment remodeler toute la société, toute la production culturelle, toute l'administration et toutes les entreprises. Donc l'Europe pourrait, je pense, et la France en particulier, essayer de viser l'excellence dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Et en matière culturelle, puisque c'est l'objet de votre mission, je dirais qu'elle est même plutôt bien placée culturellement, précisément, parce que la France a toujours été pionnière des révolutions technologiques appliquées à la matière artistique. Je pense à la photographie, bien sûr, qui a été inventée en France. Et non seulement elle a été inventée en France, mais les premiers artistes photographes sont aussi français. Il en va de même pour le cinéma avec les Frères Lumière ou Jean Méliès. Et aujourd'hui encore, du jeu vidéo, où la France a une industrie de première classe et avec de très grands artistes. Donc finalement, les Français sont très ouverts et très dynamiques quand il s'agit d'adopter des nouvelles technologies pour en faire des produits culturels et artistiques. Et donc je ne vois pas de raison de ne pas être non plus parmi les premiers à s'en emparer aujourd'hui en ce qui concerne l'IA générative, parce que d'abord elle permet de faire plus avec moins, et que souvent ce qui manque en France c'est justement les moyens par rapport aux géants américains ou chinois. Et je suis absolument certain par exemple qu'il y a de nombreux réalisateurs potentiels qui, n'ayant pas accès à un gros studio, ne pouvaient jusqu'ici pas faire le film qu'ils avaient en tête, mais qui pourront le faire dans pas si longtemps, au fur et à mesure que les moyens de création vidéo s'améliorent. Donc, en conclusion, et pour ne pas m'étendre trop longuement dans ce propos préliminaire, je pense qu'il faut d'abord reconnaître la révolution anthropologique qui est en cours. Je comprends ceux qui ont une sorte de réticence esthétique à l'idée que les machines prennent de plus en plus de place, y compris dans notre vie cognitive et culturelle. Mais comme disait De Gaulle, on peut regretter la lampe à huile ou la marine à voile, mais on ne devrait pas s'arrêter, on ne peut pas arrêter la marche du progrès technique. Et si on abandonne donc ces deux complaisances que j'ai évoquées, celle qui dénigre la machine au nom de l'humain et celle qui dénigre aussi les avancées du reste du monde, on peut agir sur quand même beaucoup de leviers. Et je pense que l'angle que vous avez pris de passer par la culture et la création artistique et intellectuelle est assez bon, puisqu'il permet de renforcer l'influence française dans un domaine où nous sommes particulièrement doués. Merci pour ce propos liminaire qui ouvre en effet bien des perspectives et probablement bien des questions. Madame la rapporteure, je vous en prie. Oui, bien sûr.
Merci, Monsieur le Président. Alors, vous nous avez parlé de cette révolution anthropologique et vous avez comparé celle de l'écriture et de l'invention de l'imprimerie. Ça permet effectivement de voir les pas vers lesquels on nous emmène sur la génération des idées cette fois-ci. Parfois, on a des craintes que l'IA ne soit finalement qu'une seule façon de rendre encore plus paresseux notre cerveau. Mais en quoi l'interaction entre l'humain et l'IA peut au contraire nous permettre d'être dans un partenariat cognitif vertueux et nous permettre justement de développer nos connaissances, nos facultés cognitives. Oui, il y a vraiment deux manières de s'en servir aujourd'hui. Alors, je dis aujourd'hui parce que ça se trouve, dans 5 ans, tout ça sera totalement périmé, parce que la manière de s'en servir aura beaucoup changé. Mais soit on délègue absolument tout ce qu'on fait déjà à de l'intelligence artificielle, on ne fait plus rien et on ne pense plus rien, et ensuite on passe son temps à regarder Netflix et à rester sur le canapé. Bon. Soit on délègue beaucoup, mais pour faire plus de choses. Et dans ce cas-là, pour apprendre plus de nouveaux domaines, pour explorer plus d'idées, J'ai l'impression que beaucoup de gens s'en servent quand même dans cette deuxième optique. Je ne connais pas pour l'instant tant de gens que ça qui s'en servent pour ne rien faire et tout déléguer à la machine. Ça peut arriver au travail, donc ça c'est un peu embêtant, c'est ce que certains appellent le shadow AI, l'idée que les salariés, sans le dire à leur patron, utilisent ChatGPT et essayent en fait de faire moins de travail à domicile. Mais sur l'aspect, disons, cognitif, j'ai l'impression qu'en général, les gens sont aussi plus curieux et essaient d'explorer plus de voies. Moi, évidemment, c'est plus comme ça que je m'en sers. Je fais des choses que je n'aurais clairement jamais faites sans ça. Les projets dont vous avez parlé, d'utiliser du code et de l'IA sur l'histoire, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire sans accès à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je code beaucoup parce que l'IA me le permet. C'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas intégré dans ma vie autrement. Et puis, de manière plus générale, l'IA est un tellement bon pédagogue. On peut apprendre des choses de manière si granulaire avec l'accès aux grands modèles de langage que j'apprends des choses que je n'aurais pas apprises non plus sur des domaines qui sont très éloignés des miens. Donc, d'avoir accès à ce genre d'outils est quand même, je trouve, un gain net pour l'individu, à la condition, bien sûr, que la flemme ne dépasse pas la curiosité. Alors, je ne sais pas ensuite dans quelle mesure l'un va l'emporter sur l'autre à grande échelle quand tout le monde s'en sert tout le temps. Sachant qu'en plus, on est dans un moment où, vous savez, les capacités qu'on appelle agentiques des IA se développent beaucoup et où c'est plus rapide parce que ça permet d'éviter l'aller-retour permanent de devoir dire à la machine ce qu'elle doit faire. Mais d'un autre côté, on perd un peu aussi la vision de ce qu'elle fait techniquement quand on code, par exemple. Donc, bon, tout cela peut encore évoluer dans les années à venir. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'individu et c'était aussi à l'individu de dépasser sa flemme et d'avoir de la curiosité. Mais avec les IA, on a une grande capacité à produire des contenus personnalisés, alors adaptés aux préférences de chacun, ça peut l'emmener vers ses apprentissages, mais les contenus sont personnalisés. Alors comment on peut, avec cette plus grande personnalisation possible, garder une société du commun et comment cette génération des idées ne serait pas la génération en fait, de frontières entre les individus. Oui, ça c'est un vrai risque, mais qui me paraît d'ailleurs plutôt poursuivre un risque qui préexistait à l'IA générative qu'un risque nouveau, inédit. Je me souviens, il y a des chiffres assez frappants sur certaines séries télévisées américaines ou françaises dans les années 50 qui réunissaient quasiment 2/3 des foyers quand elles passaient. Et donc tout le monde avait vu les mêmes contenus. C'est vraiment plus du tout le cas aujourd'hui. Alors c'est encore moins le cas au moment où Netflix pourra par exemple générer entièrement une série spécifiquement pour vous en sachant ce qui vous plaît, etc. Mais c'est déjà en fait peu le cas aujourd'hui parce qu'il y a tellement de contenu et les algorithmes de recommandation sont suffisamment bons pour vous orienter en fait dans le labyrinthe de tout ce qui existe pour vous proposer quelque chose que votre collègue de bureau n'aura pas vu le lendemain à la machine à café. Donc finalement cette dispersion du contenu culturel, elle est déjà là. Enfin, je ne suis pas sûr que l'IA générative représentera un saut qualitatif énorme. Ça va peut-être accentuer un phénomène qui préexistait à l'IA générative. Mais je suis d'accord que c'est un vrai problème parce que finalement, une grande partie de la civilisation et puis même de la culture en général vient de cette capacité à parler des mêmes choses. Le plaisir aussi de voir un film, c'est de pouvoir en parler avec d'autres gens. Donc,
je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y aura à un moment une sorte de limite à cette ultra-personnalisation. Peut-être qu'on aura deux vies culturelles séparées, en quelque sorte. Une partie qui est consacrée à consommer des contenus qui sont faits expressément pour nous, parce qu'on aime telle chose très très précise et que ça nous fait plaisir de la voir. Et une autre partie où ce qui nous fait plaisir, c'est justement de voir quelque chose en commun avec d'autres gens. C'est possible que les deux apparaissent à la fin, et un peu de la même manière que il fut un temps où, je pense avant l'époque industrielle, où un des grands loisirs qu'on avait, c'était d'écouter les histoires que se racontaient les uns et les autres au coin du feu, et c'était donc des histoires très personnalisées. Et en même temps, on aimait aussi lire des livres qui étaient, eux, publiés pour l'ensemble du lectorat. Donc peut-être qu'on reviendra en quelque sorte à cette double vision de la consommation culturelle. Merci beaucoup. Vous avez coécrit Serum n'avait pas chuté avec ChatGPT. Ça pose la question de l'auteur. ChatGPT a été entraîné avec une masse considérable d'écrits qui vous ont précédé. Comment vous appréciez justement le rapport entre les œuvres qui ont servi à alimenter et à entraîner les IA et puis ce travail d'auteur, de co-créateur, et puis au final, comment on gère les droits d'auteur d'une œuvre qui a été générée avec l'IA? Peut-être deux manières de répondre. La première d'abord en tant qu'auteur traditionnel, puisque j'avais fait auparavant plusieurs livres que j'avais écrits à la main entièrement, et j'en ai fait un autre ensuite que j'ai écrit à la main entièrement à la manière traditionnelle. Donc, et moi-même, je sais que ces livres-là, les livres précédents que j'avais faits, étaient présents sur les plateformes de piratage et qu'ils ont probablement été téléchargés dans l'ensemble des données qui ont permis d'entraîner les modèles. Donc, en quelque sorte, j'ai payé mon écho, en un certain sens, et ça ne me pose pas vraiment de problème, d'ailleurs, à titre en tant qu'auteur. Ensuite, je pense que si, au-delà des questions de droit, parce qu'à la limite, tout ça peut encore bouger, que ce soit par la jurisprudence ou par le travail législatif, en termes moraux ou éthiques, je pense que le problème est surévalué, le problème des droits d'auteur dans l'entraînement des IA, pour deux raisons. D'abord que chaque auteur est une goutte d'eau, même moins qu'une goutte d'eau dans l'ensemble des données qui servent à entraîner un vrai modèle de langage, de sorte que même si on trouvait un système pour essayer de donner une sorte de pourcentage de l'utilisation du modèle à l'auteur, il gagnerait peut-être un demi-centime par an, et je pense que c'est déjà exagéré. Donc il y a quelque chose d'un peu vain d'un point de vue quantitatif. Ensuite, parce que ces machines-là ne contiennent pas les livres en eux-mêmes dans leurs paramètres. Le grand modèle de langage, c'est un ensemble de valeurs numériques, donc les fameux paramètres, les poids, et ces paramètres sont ajustés pendant la phase d'entraînement qui se produit sur des livres qui peuvent effectivement être protégés par le droit d'auteur, mais une fois que cet entraînement est fini, ils ne contiennent pas les livres eux-mêmes et ne peuvent pas vous redonner entièrement le livre si vous le leur demandez. Donc, je trouve que le procédé ressemble beaucoup à un auteur humain qui a lu des livres et qui s'en inspire pour écrire ses propres livres. Et d'ailleurs, ça a été un argument retenu par un juge américain dans un procès qui a impliqué la société Anthropic, qui avait téléchargé illégalement beaucoup de livres pour faire ses entraînements. Et le juge avait distingué l'illégalité du téléchargement illégal des livres et la phase d'entraînement qui, elle, lui paraissait rentrer dans ce que les Américains appellent le fair use. Bon, une notion que nous n'avons pas en Europe, mais le raisonnement me paraît tenir en termes éthiques. Alors en termes éthiques, il se pose quand même la question de la concurrence entre la prolifération d'œuvres qui vont être faites grâce à l'IA et puis le travail et la rémunération de ceux qui le font. Alors en particulier dans le domaine du texte, comment voyez-vous les réponses possibles à ce défi ? C'est difficile à estimer. Ce qui est intéressant d'abord, c'est que ceux qui ont été les plus durement frappés, qui ont réagi le plus vivement aussi, ce sont les illustrateurs plutôt. C'est le monde de l'image qui a réagi d'abord avec les modèles de diffusion d'images. Je pense parce qu'ils voyaient qu'une grosse partie de leur gagne-pain pouvait disparaître rapidement. Il y a de très grands artistes qui, évidemment, eux, n'ont pas de crainte à avoir, mais pour beaucoup de jeunes illustrateurs, par exemple, qui reposent sur des petits jobs, notamment en début de carrière, tous ces petits jobs, maintenant, je pense, sont déjà quasiment tous disparus à cause de l'existence des modèles d'IA génératifs. Pour le texte, c'est un peu différent parce que, finalement, il y a peu de gens dont les revenus principaux reposent sur la création de textes. En tout cas, pas dans le monde de l'édition. Il y a assez peu d'auteurs qui vivent de leurs livres.
simplement. Je crois qu'il y avait une étude américaine qui, pour les États-Unis, montrait qu'il y avait moins d'auteurs qui vivaient très bien de leurs livres que de milliardaires, en proportion du nombre d'écrivains. Donc en fait, c'est assez rare finalement d'avoir un vrai revenu tiré de l'écriture de livres. Donc ça a été, j'ai vu moins de réactions épidermiques de la part d'auteurs sur le fait qu'il y avait maintenant une sorte de concurrence économique par l'existence de grands modèles de langage. C'est plutôt pour des métiers plus spécialisés comme les traducteurs ou ce genre de métiers que là, il y a une vraie concurrence, mais je pense malheureusement pour eux qu'il en va de ces métiers-là comme d'autres métiers qui ont disparu auparavant lors de la révolution industrielle, et que de la même manière que beaucoup de métiers manuels ont été automatisés après l'invention de la machine à vapeur ou de l'électricité, de même, là, aujourd'hui, on a la machine à vapeur du cerveau, et ça va avoir les mêmes effets. Donc clairement, il y a des métiers qui vont disparaître, et je ne suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose. En tout cas, je pense même que ce serait plutôt néfaste d'essayer de soutenir artificiellement certains métiers sans laisser faire la destruction créatrice en l'occurrence. Après, c'est une autre question de savoir si cette destruction sera tout aussi créatrice qu'elle l'a été lors de la première révolution industrielle, mais ça c'est un autre grand débat. Vous combinez l'intelligence artificielle avec l'histoire. De quelle manière l'IA peut nous permettre d'approfondir nos connaissances de l'histoire, alors là au niveau presque de la recherche, mais aussi de quelle manière l'IA peut nous permettre de diffuser et de faire aimer davantage l'histoire au plus grand public? Alors, c'est un large sujet. En ce qui concerne la recherche, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en cours à plusieurs niveaux. La première, c'est d'utiliser des modèles d'IA spécialisés, donc vraiment du machine learning plus classique, pas forcément des grands modèles de langage, pour des tâches qui sont impossibles aux êtres humains. Le meilleur exemple que j'ai en tête et dont je parle à tout le monde, c'est un concours qui a été organisé par un milliardaire américain sur des papyrus conservés à Herculanum, donc cette ville voisine de Pompéi, où se trouvait une villa romaine qui était ensevelie par l'éruption du Vésuve, et dont on a retiré des papyrus, des livres carbonisés, et c'est extrêmement difficile de les ouvrir, de les déplier, et de lire l'encre qui reste dessus pour essayer de retrouver de nouveaux textes antiques, dont on sait qu'ils sont là, malgré tout. Et en fait, on arrive à le faire avec des scanners 3D très puissants, et des algorithmes d'IA qui arrivent à identifier l'encre et les lettres sur ces scans 3D, ce qui est vraiment quelque chose d'impossible à faire à l'œil nu. Et donc on a déjà récupéré là, depuis l'année dernière de nouveaux textes épicuriens qui n'avaient pas été connus, enfin qui n'avaient pas été lus en fait tout simplement depuis 2000 ans. Donc c'est assez fascinant de se dire que l'IA permet justement d'ailleurs de récupérer de nouveaux textes humains qui avaient disparu. Et il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Je crois qu'il y a un projet aussi mené en France pour les archives de Notre-Dame. Pareil, là c'est moins qu'on n'arrive pas à le faire à l'œil nu, c'est plus qu'on n'a pas la main-d'œuvre pour le faire, parce que déchiffrer des manuscrits médiévaux, ça demande une expertise très particulière, il y a peu de gens qui savent le faire, mais de pouvoir le faire donc massivement avec un ordinateur, ça libère beaucoup de connaissances en fait, qu'on n'aurait pas pris le temps de découvrir autrement. Ensuite, il y a aussi le simple fait de pouvoir servir des grands modèles de langage pour accélérer le travail de l'historien, pour l'aider à trouver de nouvelles idées, à critiquer les siennes, à avoir cette relation de dialogue critique, comme s'il avait une sorte de co-chercheur avec lui. Et il y a déjà des historiens qui s'en servent beaucoup de cette manière-là, et ça marche très bien. Donc on va voir, je pense, de plus en plus de perspectives et de voies s'ouvrir par ce biais-là. D'ailleurs, Google et pas mal de grandes entreprises font du mécénat en quelque sorte aussi en la matière. Il y a un projet de Google intéressant qui s'appelle Aeneas, comme Aîné, qui sert à faire du déchiffrement d'inscriptions latines et de la datation, la proposition de datation d'inscriptions latines. Donc, il y a plein d'applications possibles dans le domaine. Et je n'ai pas répondu sur votre question sur la vulgarisation. Très rapidement. Je pense que ça va permettre en fait de faire des produits de vulgarisation, que ce soit des films, des séries, des bandes dessinées, ou pourquoi pas du texte, de meilleure qualité que ce qu'on voit souvent aujourd'hui. Par exemple, beaucoup de séries ou de films ont de très mauvais costumes, de très mauvais accessoires, ou ne sont pas tournés au bon endroit. Bon, des choses qui sont des détails, mais je trouve que c'est important pour quand on essaie de donner le sentiment d'une époque passée. En fait, le costume, ce n'est pas rien. Enfin, ça compte et ça donne l'esthétique d'une époque. Et souvent, les producteurs n'ont pas soit pas l'envie, soit n'y pensent même pas, soit n'ont pas les moyens aussi de faire des costumes adaptés exactement à la période qu'ils font. Et maintenant, c'est quelque chose qui devient vraiment faisable avec des outils d'IA générative. On a beaucoup critiqué d'ailleurs les erreurs historiques de l'IA
en matière d'image, par exemple, récemment, mais on commence à avoir des modèles qui permettent de donner les bonnes références, d'avoir le retour assez exact par rapport à ce qu'on lui donne comme référence. Donc je pense qu'on va voir se développer de plus en plus ce genre d'outils. Et moi, je me suis passionné pour l'histoire grâce aux bandes dessinées quand j'étais petit. Et si on peut avoir plus et de meilleure qualité encore de contenu de ce genre, je trouve ça tant mieux. Dans quelle mesure vous pensez que l'IA va nous permettre de cultiver la curiosité et l'interdisciplinarité? Alors, l'interdisciplinarité, je pense que c'est un grand point, effectivement, puisque ce sont des modèles qui sont experts en beaucoup de choses. C'est-à-dire l'intérêt même des grands modèles de langage, c'est d'être des généralistes. Et même si on critique souvent leurs hallucinations, elles se réduisent de plus en plus. Et quand on regarde toutes les courbes, c'est le cas. D'autant plus quand elles peuvent elles-mêmes, de manière agentique, aller chercher les informations, soit sur Internet, soit dans une base de données qu'on lui donne. Donc, finalement, c'est comme avoir accès à un expert de tout. Et je pense que ça recèle beaucoup de possibilités. Les chercheurs sont souvent ultra spécialisés aujourd'hui, et ne serait-ce que de pouvoir, en quelque sorte, avoir l'équivalent de demander à un collègue d'un autre domaine si ça lui évoque quelque chose, si une nouvelle découverte lui évoque quelque chose, ce qu'il en pense, et de voir s'il n'y a pas des applications dans ce domaine-là, de manière très rapide, ça ouvre déjà beaucoup de perspectives. On n'aura pas besoin de solliciter 40 000 collègues qui ont autre chose à faire avant de trouver peut-être un cas d'usage extrêmement pertinent et éventuellement de le creuser avec des collègues humains. Donc il y a beaucoup de connexions qui peuvent se faire et qui ne se font pas aujourd'hui. Peut-être même de manière automatique. On peut imaginer aussi que toutes les nouvelles recherches, soit d'université, soient mises en lien en permanence et qu'il en sorte des rapprochements intéressants. Et sur la curiosité, j'imagine que c'est plus ça va décupler celle qui existe. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a aucune curiosité ne va sans doute pas le devenir plus avec ces outils-là, mais si on est un tout petit peu curieux, le fait d'avoir comme ça la capacité de tout expliquer ou de tout investiguer de manière aussi rapide, c'est quand même assez crucial. On pourrait dire que ça existait déjà depuis Wikipédia et Google, mais là, la grande différence, c'est que on peut l'interroger en langage courant, ce qui permet de poser des questions beaucoup plus sophistiquées que ce qu'on aurait posé à Google ou ce qu'on aurait trouvé sur Wikipédia. Et donc, c'est vraiment sans fin ce qu'on pourrait en faire. Le principal risque, ce serait que... aujourd'hui en tout cas, je trouve c'est justement qu'on passe notre temps à répéter ils disent n'importe quoi, donc faut pas s'en servir, faut s'en servir parcimonieusement à cause de ça. C'est quand même beaucoup moins vrai aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Alors c'est vrai que les choses vont vite. Et pour un élève aujourd'hui qui est au collège ou au lycée, je pense qu'il y a quand même très très peu de risques qu'il tombe sur une vraie mauvaise information pour des sujets de niveau secondaire. Donc moi je conseillerais au contraire de s'en servir beaucoup pour explorer justement des idées, des sujets d'intérêt et de ne pas réprimer cette curiosité-là. Vous avez développé un site qui invite à comparer des œuvres générées avec l'IA à celles des grands maîtres. Est-ce qu'il nous est facile ou de plus en plus difficile de les distinguer, et quelles sont les conséquences éventuelles et on vous demande peut-être de revenir dessus, sur le péril de la vraisemblance? Oui, j'avais fait ça parce que je voyais beaucoup de gens dire que les images générées par IA, alors c'était il y a 2-3 ans en plus, peut-être 3 ans maintenant, on voyait tout de suite que c'était de l'IA, que c'était pas du vrai art, etc. Donc je trouvais ça quand même amusant d'essayer de tester pour voir si vraiment les gens arrivaient à distinguer. Alors, il y a quelques contraintes, puisque c'est sur ordinateur, donc on ne voit pas le tableau. Par exemple, il s'agissait de tableau en l'occurrence, on ne le voit pas en vrai, donc il n'y a pas l'aspect matériel. Mais enfin, en montrant des images, on aurait pu penser que les gens qui disent que ce que produit l'IA n'a pas d'âme, que c'est pas de l'art, etc., trouveraient à 100% celles qui sont les images faites par IA et celles qui ne le sont pas. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment pas le cas du tout. Donc, j'avais fait exprès de trouver de comparer des tableaux peu connus de grands maîtres et des générations d'images par IA qui imitaient de pastiches des mêmes peintres. Et en fait, je trouve même que ces pastiches fonctionnent mieux en tant que pastiches que ceux que font aujourd'hui des peintres qui essayent de faire des pastiches. Je prends un exemple de détail, mais
Dans les films historiques, il y a souvent des besoins de faire un tableau avec l'acteur ou l'actrice principale, par exemple, qui est représenté comme si c'était une comtesse du XVIIIe siècle. Et je trouve que dans quasiment tous les films, ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un capable de faire un tableau comme l'aurait fait un peintre du XVIIIe siècle. Et en fait, on arrive vraiment extrêmement bien si on entraîne un modèle d'IA à faire ça, en l'entraînant spécifiquement sur des peintures du XVIIIe. Donc, en un certain sens, en fait, l'IA est meilleure que nous pour distiller l'esprit artistique d'une époque ou d'un courant artistique. Ensuite, la question, c'est plutôt, est-ce que nous, on a envie de voir des œuvres qui sont faites par une machine, enfin, qui ne sont pas faites par un auteur ou par un artiste. Mais là, c'est plutôt un problème quasiment psychologique de notre part, en réalité. C'est pas tellement. Je pense que les images sont pas forcément de moins bonne qualité en elles-mêmes. L'œuvre n'est pas moins bonne, enfin, ça dépend lesquelles, hein, mais je pense qu'il y a certaines images faites par IA qui pourraient très bien, en termes de pure qualité objective, se trouver dans un musée. Mais peut-être que les humains ne s'intéressent tout simplement pas à ce qui n'est pas fait par des humains. C'est possible aussi. Un peu comme si on nous disait qu'un tableau a été fait de manière totalement aléatoire, et il se trouve que par hasard ça tombe sur quelque chose de plaisant visuellement, peut-être qu'on ne serait pas intéressé non plus. Je pense qu'il y aura les deux. Je pense qu'il y aura un peu comme la musique, l'enregistrement de la musique, la possibilité d'enregistrer le son a plutôt redonné en quelque sorte une sorte de prestige au live et au concert où on va pour voir l'artiste lui-même. De la même manière, il est possible qu'on ait une partie de la production culturelle où on est tout à fait d'accord avec le fait que ce soit automatisé, ou au moins en partie automatisé, une autre partie où on est content de voir le peintre qui prend son aquarelle et son pinceau pour faire l'œuvre elle-même. Et peut-être que le plaisir qu'on aura, ce sera de le voir faire. Ça, c'est quelque chose que l'avenir anthropologique nous dira, je crois. Dans le côté positif de ce que vous dites, c'est-à-dire que cette utilisation et ces proliférations d'usage de l'intelligence artificielle ne nous ferait que plus aimer ce qu'on considère peut-être comme naturel, exceptionnel. Votre mention du live, c'est un exemple. Est-ce que vous en auriez d'autres comme ça sur ce qu'on pourrait valoriser d'autres ? Oui, en fait, je pense peut-être même que si on prolonge les courbes et les perspectives, les seules occupations qui restent, ce sont celles où il y a un intérêt intrinsèque à ce que ce soit un humain qui le fasse. Imaginons... On peut imaginer que peut-être il y aura des hôtels, d'entrée de gamme, où tout sera autant automatisé, il y aura des robots humanoïdes qui vous accueillent, qui font la chambre, enfin bref. Et peut-être que les hôtels haut de gamme, ce sera justement ceux avec un excellent service humain, parce qu'on sera content d'avoir des gens. Bon. Mais le seul intérêt, en quelque sorte, ce sera qu'il y a un humain. L'humain ne fera pas mieux son travail que le robot. Enfin, mais peut-être qu'on aura quand même un premium à l'idée que ce soit un humain qui le fasse. Pour la musique, donc je pense que c'est pareil. Même si on a déjà aujourd'hui, je crois dans les tops des chansons sur Spotify, on voit arriver déjà des chansons qui sont entièrement générées par IA, où les gens qui les écoutent ne savent pas forcément que c'est le cas. Il y a une étude qui avait montré que pour des textes, je crois que c'était pour des poèmes, on montrait aux participants des poèmes écrits par des grands auteurs anglais et des poèmes écrits par IA. On leur disait pas lesquels étaient lesquels. Et globalement, les participants trouvaient que les poèmes écrits par IA étaient meilleurs jusqu'à ce qu'on leur dise que, en fait, ils avaient été faits par IA. Donc bon, c'est le paradoxe et un peu l'hypocrisie finalement qu'on a tous avec ça. On croit tous que c'est. Et donc voilà, peut-être que simplement il y a une partie où on accepte une partie de la production culturelle, on acceptera de fermer les yeux sur le fait que c'est pas fait par un humain, et l'autre partie où on ne fera que chercher ça. Je pense que ce sera pareil pour peut-être la gastronomie. J'imagine que dans toutes les applications ce sera le cas. Dans le roman aussi, c'est très probable que l'IA fasse de meilleurs romans dans pas longtemps que même les bonnes productions littéraires. Le Nouvel Obs avait fait un duel entre ChatGPT et Hervé Letellier, le prix Goncourt, et Hervé Letellier a lui-même reconnu que l'incipit qu'avait fait... non, c'était Claude d'ailleurs, c'était un autre modèle. Claude était vraiment très bon, et il disait les écrivains ont intérêt à s'améliorer encore parce qu'il y a de la concurrence. Bon, il le disait d'ailleurs de manière un peu en plaisantant, mais c'était vrai. Mais ça se trouve, la plupart des lecteurs veulent lire quelque chose d'Hervé Letellier, quoi. Et ils ne veulent pas lire un roman anonyme, entre guillemets. À voir. Dans les années 60, il y avait tout le courant structuraliste de Roland Barthes, par exemple, qui avait théorisé la mort de l'auteur et qui disait... Alors, il ne savait pas du tout que ça allait vraiment arriver technologiquement, mais il disait bien que pour lui, le mouvement de l'histoire, c'était en quelque sorte la disparition de la figure auteur, c'est qu'on
on finirait par ne plus s'intéresser à qui a écrit un texte et que le texte lui-même devrait avoir sa logique interne propre et on ne devrait plus considérer finalement que les mots, leurs relations entre eux. Et il avait des textes qui, en un certain sens, préfiguraient complètement, d'un point de vue philosophique, ce que c'est que la production de texte par IA aujourd'hui. C'est assez frappant d'ailleurs. Monsieur Dehaene, merci beaucoup pour cette audition tout à fait passionnante qui ouvre des perspectives un peu vertigineuses d'ailleurs, hein, puisque manifestement il y a de la concurrence comme vous dites, hein, et ça va très vite. Mais je retiens tout de même, enfin nous retenons tout de même que la France est bien placée, parce que c'est un sujet évidemment qui nous intéresse en tant que parlementaire, hein, dans ce mouvement finalement de bouleversement profond de la création par l'irruption de l'IA. La France est bien placée parce qu'elle a une forme d'abord d'habitude historique et puis de curiosité intellectuelle et puis d'habileté dans ce domaine. Vous avez cité la photographie, le cinéma, etc. Et les films d'animation aussi. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui ouvre des perspectives intéressantes pour nous en termes de souveraineté numérique. C'est toujours un sujet qui nous préoccupe beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Dehaene. Merci à vous. Merci beaucoup.